Vous êtes en direct sur Public Sénat, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 6 janvier 2012. Bonsoir à tous. La France veut donner l'exemple en taxant dès cette année les transactions financières. Un cavalier seul qui ferait agir Rome et Berlin. Pour l'Italie et l'Allemagne, c'est l'Europe qui doit s'atteler à cette tâche. Reverra-t-on un jour les navires de SeaFrance retraverser la Manche? Rien n'est moins sûr ce soir. La CFDT est divisée sur le dossier. Les salariés non syndiqués veulent relancer d'autres solutions. Épilogue lundi avec la décision du tribunal de commerce de Paris. Le scandale des implants mammaires pipe. L'agence française de sécurité sanitaire aurait été prévenue dès 2008 de la fragilité des prothèses dont les composants avaient été volontairement trafiqués. C'est une taxe qui, à l'évidence, n'entraîne pas l'enthousiasme, celle sur les transactions financières que Paris voudrait mettre en place dès cette année. En affirmant que cette taxe verrait le jour en 2012, le ministre de l'économie, François Baroin, n'a pas vraiment suscité d'écho favorable. L'Allemagne veut une décision européenne. Même réticence dans la bouche de Mario Monti, le nouveau chef du gouvernement italien, qui rencontrait ce soir Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Le point sur l'avenir de cette taxe Tobin, du nom de son inventeur dans les années 70, sur laquelle Paris voudrait montrer l'exemple. Thomas Raguet. Dès ce matin, Henri Guénaud confirmait ce qui était dans l'air depuis quelques jours. La volonté du gouvernement d'instaurer rapidement une taxe Tobin à la française. Il y aura une décision sur la taxation des transactions financières pour ce qui avant concerne, la fin du mois de janvier. Avant la fin du mois de janvier, pour ce qui concerne la France. La France donnera l'exemple sur ce sujet. Un peu plus tard dans la journée, et bien que l'Allemagne ait entre-temps fait savoir qu'elle ne suivrait pas la France sans décision européenne, le ministre de l'économie François Baroin confirmait lui aussi la mesure. Nous souhaitons aller vite sur cette modalité d'implication. Nous devons accélérer ce calendrier et cette taxe, elle verra le jour dans le courant de l'année. Une mesure plus politique qu'économique. C'est un peu difficile à imaginer que la France puisse le faire seule. Il faudrait que ce soit fait au moins au niveau européen, mais il faut que la France n'ait de cesse que cela soit fait, y compris en donnant l'exemple. Montrer l'exemple, le gouvernement aurait pu le faire il y a déjà quelques mois, au moment du vote du budget au Sénat. Les sénateurs, tous partis confondus, avaient amendé le projet de loi en ce sens. Le gouvernement nous avait dit non. Maintenant, il faudrait aller vite. Et on nous avait dit non au prétexte que la France toute seule ne pouvait pas le faire. Je pense qu'on est en campagne électorale et que le candidat président bouge tous les jours. Un jour, c'est la TVA sociale, un autre jour, c'est la taxe sur les transactions financières. Voilà, maintenant reste, si on veut être sérieux, à faire ce que nous avions fait au Sénat, c'est-à-dire à s'occuper du fond de ce que peut être cette taxe sur les transactions financières. Les sénateurs proposaient une taxation à hauteur de 0,05% de toutes les transactions financières. Pour le moment, le gouvernement, lui, n'avance aucun chiffre. Voilà, et ce soir, toujours à propos de cette taxe sur les transactions financières, une déclaration de Nicolas Sarkozy qui déclare que la France n'attendra pas que les autres soient d'accord sur ce dossier pour la mettre en œuvre. C'est une audience cruciale qui se tiendra lundi prochain au tribunal de commerce de Paris. En jeu, l'avenir de la compagnie maritime SeaFrance. Il faut dire que ce soir, les chances d'éviter le naufrage de la société semblent bien minces. Les promoteurs de la création d'une coopérative ouvrière, soutenue, vous le savez, par la CFDT locale, ont remis leur dossier au juge en fin de journée. Une solution que réfutent pourtant les salariés non syndiqués de SeaFrance. Le point sur ce dossier avec Nathalie Guilloire. Le projet de SCOP dans les mains du tribunal de commerce selon les avocats. Mais en l'absence d'une nouvelle proposition financière de l'État, une nouvelle option est déjà envisagée, celle du collectif des non syndiqués. Ils souhaitent la reprise de la compagnie par Louis Dreyfus Armateur et des FDS. Réunis cet après-midi en collectif pour faire entendre leur voix, les non-syndiqués se sont surtout opposés au projet de SCOP porté par la CFDT. Pari gagné, selon une source proche des pouvoirs publics, la seule solution plausible serait celle de ce nouveau collectif. Face à cette situation, le secrétaire général de la CFDT Maritime Nord, Didier Capel, se dit prêt à démissionner. Le projet de la SCOP aujourd'hui est en suspens. Dernière échéance cruciale, une audition prévue lundi matin au tribunal de commerce. L'avenir des 880 salariés de l'entreprise SeaFrance en dépend.
Alors nous avons posé sur ce dossier la question du jour à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Croyez-vous donc au sauvetage de la compagnie maritime Sea France? Eh bien, vous êtes une grande majorité, 86% d'entre vous, eh bien, qui pensaient que le sauvetage de cette compagnie est ce soir illusoire. Chaque jour qui passe amène son flot de révélations sur une affaire qui prend désormais une tournure quasi mondiale. C'est aujourd'hui sans scrupule que le producteur des implants mammaires PIP, Jean-Claude Masse, admet avoir volontairement triché sur la qualité de ses produits. Et l'on apprenait aussi que l'Agence française de sécurité sanitaire avait été prévenue dès 2008 des premiers accidents sur ses prothèses. Mounir Soussi. Il a tiré la sonnette d'alarme il y a plus de 4 ans. Inquiet des ruptures de prothèses mammaires PIP chez ses patientes, ce chirurgien marseillais a multiplié les alertes auprès des autorités sanitaires, sans succès. C'est vrai que depuis fin 2007 et début 2008, ayant constaté des ruptures chez PIP, je les ai bien évidemment, comme la loi m'y oblige, déclarées à l'AFSAPS sur les formulaires qui sont prévus à cet effet. N'ayant pas eu de réponse dans l'année 2008, j'ai envoyé un courrier fin 2009, en octobre 2009 à l'AFSAPS, au directeur de l'AFSAPS de l'époque. Il faudra attendre mars 2010 pour que l'Agence de sécurité sanitaire retire de la vente les produits PIP et mette fin au système bâti par Jean-Claude Masse. Une ancienne employée détaille comment, avec une double base de données informatique, le patron déjouait les contrôles confiés à une société allemande. Entendu par les gendarmes marseillais en octobre, le fondateur de PIP reconnaît la fraude, mais maintient que ces prothèses ne sont pas dangereuses pour la santé. Jean-Claude Masse veut rester discret. Il refuse toujours de s'expliquer publiquement et réserve ses déclarations à la justice. Alors sur ce dossier, nous sommes en ligne avec Philippe Courtois, l'avocat de l'association de défense des porteuses de prothèses PIP. Bonsoir maître. On a appris donc aujourd'hui que l'Agence française de sécurité sanitaire était directement accusée de négligence, au moins par un chirurgien sur ce dossier. Est-ce que ces révélations vous ont surpris aujourd'hui ? Non, sincèrement, on n'a eu aucune surprise de cette révélation dans la mesure où nous, de notre côté, depuis le mois de juillet 2010, donc juste après que l'affaire ait éclaté au grand jour, on avait également déposé plainte au nom de l'association à l'encontre de la SAPS, notamment pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'il est certain qu'il est vrai que la totalité de la chaîne de sécurité sanitaire a sauté, mais la SAPS ne peut pas se dédouaner en disant qu'elle ne pouvait pas être informée ou que personne ne l'a informée. On a la preuve justement aujourd'hui. Est-ce que ces accusations modifient, selon vous, la nature même de ce dossier aujourd'hui? Ça ne modifie pas véritablement, dans la mesure où le principal responsable, on l'a encore vu avec ces déclarations publiées dans la presse aujourd'hui, sincèrement ça ne change rien. Le principal responsable, c'est M. Masse, c'est cette personne qui a délibérément changé la composition du gel uniquement par appât du gain. Maintenant que la SAPS rentre en ligne de compte et en première ligne maintenant en disant c'était la première barrière de sécurité, elle aurait dû justement avertir, oui c'est vrai, la responsabilité de la SAPS devra être recherchée à un moment ou à un autre. C'est ce que demande en tout cas le monde politique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer mettre les dépôts d'une plainte collective des victimes de ce dossier aujourd'hui? Alors malheureusement en France on ne peut pas faire de plainte collective, c'est malheureusement individuel. À ce jour on est à 2500 plaintes déposées au parquet de Marseille et on n'est pas à l'abri que le chiffre augmente malheureusement de jour en jour avec les annonces que nous avons et les révélations quotidiennes. Et pourtant vous restez optimiste sur l'avancement de ce dossier. On a parfois l'impression que les femmes victimes ont beaucoup de mal à se faire entendre et à faire admettre leurs bons droits dans cette affaire. Là, la justice, sincèrement, l'enquête préliminaire a été menée rapidement par le procureur. Le seul difficulté qu'on peut rencontrer, c'est Madame le juge qui tarde un petit peu tout de même à entendre Monsieur Masse, à l'auditionner, à le mettre en examen avec un contrôle judiciaire. Parce que n'oublions pas que d'autres pays le surveillent et nous surveillent et il ne faudrait pas que les victimes au mois d'octobre aient un siège vide à la place de Monsieur Masse. Il faut véritablement tout faire pour qu'il reste en France. Alors on apprenait ce soir que la Grande-Bretagne avait décidé de ne pas retirer du marché ce type de prothèse. Là encore, c'est une décision qui peut vous surprendre? Surprendre, c'est vrai que chaque pays prend sa décision propre. Là, notre ministre de la Santé a pris la décision un peu tardive à notre sens, parce que ça faisait 18 mois qu'on l'a réclamé de retirer ses prothèses. Quoi qu'il en soit, chaque pays est maître de ses décisions, même si je pense au fond de moi-même qu'il est un peu difficile de dire aux femmes maintenant, non, ne retirez pas ces prothèses-là, après ce que M. Masse
a pu dire aux gendarmes et qui reconnaît pleinement et sciemment qu'il a changé. Donc je pense que c'est un risque qu'il ne faut pas faire courir à l'ensemble de ses victimes. Merci beaucoup Philippe Courtois d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer sur ce dossier. L'actualité politique, l'élection présidentielle qui faisait étape aujourd'hui à Domrémy dans les Vosges. Nicolas Sarkozy y a célébré le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Le chef de l'État voit dans l'action de la pucelle le symbole de la résistance de la France et celui de l'unité nationale. On écoute le chef de l'État. Pour la République, Jeanne est l'incarnation des plus belles vertus françaises. Et pour la République, Jeanne est l'incarnation du patriotisme, le patriotisme qui est l'amour de son pays sans la haine des autres. Puissions-nous continuer, nous aussi, de penser à elle comme le symbole de notre unité et ne pas la laisser entre les mains de ceux qui voudraient s'en servir pour diviser. Diviser au nom de Jeanne d'Arc, c'est trahir la mémoire de Jeanne d'Arc. Alors l'hommage du chef de l'État à la pucelle d'Orléans fait grincer des dents certains de ses futurs adversaires. Eva Joly, par exemple, voit dans la figure de Jeanne d'Arc un symbole ultranationaliste. La candidate écologiste trouve ainsi bizarre, je la cite, les propos présidentiels. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la République, fustige l'imposture des propos du président. Jeanne d'Arc, dit-il, voulait libérer la France. Or, Nicolas Sarkozy l'a mise sous tutelle. Fin de citation. D'autres propos présidentiels suscitent des réactions. Les propositions de Nicolas Sarkozy prônant une profonde réforme du système éducatif ne manquent pas de faire réagir les enseignants. Les idées de réforme de leur temps de travail, comme celle du collège unique, ont bien du mal à passer. Enquête aujourd'hui dans 2 collèges parisiens. Bérangère Dinglas. Stéphanie Converto enseigne le français depuis 12 ans au collège. Lorsque le président de la République propose de redéfinir le métier d'enseignant et leur demande d'être plus présents dans les établissements, elle rappelle qu'elle fait déjà bien plus que les 18 heures de cours hebdomadaires. Déjà, pour ma part, et alors que je suis à temps partiel, je fais 35 heures largement de travail, quoi. Largement de travail. Moi, je travaille le samedi, je travaille le dimanche, je travaille les vacances. Parce que, et ça c'est indépendamment même de toutes les autres missions qu'on peut avoir d'éducateur, c'est ma mission pédagogique que de préparer des cours, les renouveler, corriger des copies. Qu'ils soient proches d'un syndicat de gauche comme le SNES ou plus à droite, tous sont opposés à l'élargissement des missions de l'enseignant. Autre point du programme du candidat Sarkozy qui inquiète, l'autonomie plus grande des établissements scolaires. Les enseignants craignent la fin de l'école républicaine, identique pour tous. Marine Leman est professeure depuis 15 ans. Une seule mesure trouve grâce à ses yeux la fin du collège unique et une orientation professionnelle possible dès la 4e. On a de plus en plus d'élèves qui arrivent en fin de 3e totalement absentéistes ou décrocheurs, qui ont déjà un projet professionnel et qu'on empêche ce projet de commencer à se réaliser parce qu'on oblige les enfants à rester dans un système général jusqu'en fin de 3e alors qu'ils ne sont plus du tout motivés par les matières traditionnelles, type français, histoire, etc. Et du coup, il y a de plus en plus d'hétérogénéité dans les classes et c'est pas forcément facile à gérer. Quant à la promesse de Nicolas Sarkozy de donner un bureau à chaque professeur, à Paris, où il n'y a parfois pas assez de classes pour les élèves, pour ces enseignants, cela paraît tout bonnement impossible. Alors on va revenir sur l'actualité politique de cette semaine, une semaine extrêmement chargée, en particulier pour Monsieur Hollande, le candidat socialiste. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. François Hollande qui a démarré sa campagne avec d'abord un meeting, je dois dire, plutôt tonique à Mérignac en Gironde, un meeting qui ensuite a été brouillé par ses propos hasardeux, incertains, ce fameux sale mec qu'aurait prononcé dans des circonstances particulières le candidat socialiste. En tout cas, que révèle cette semaine politique et que révèle, j'allais dire, ce mauvais jeu de mots ? D'abord, très certainement, nous rentrons dans la phase active de la campagne. François Hollande nous avait prévenu que ce serait en janvier qu'il rentrerait dans cette phase. Donc vous avez dit Mérignac, il y aura le 22 un discours à la nation au Bourget. Mais ce que révèle la montée en épingle à partir d'une phrase qui n'a pas eu lieu, puisque le journal a reconnu son erreur, mais je dirais l'émoi dans la classe politico-journalistique montre 2 choses. La première, c'est que c'est sans doute du fait que les 2 candidats ne sont pas tout à fait au même niveau qu'il peut y avoir la tentation d'utiliser effectivement des
les attaques personnelles. François Hollande doit donner à voir ce qu'il est. Donc il doit rentrer dans une phase active et en même temps son adversaire, lui, est dans la posture du président candidat, de sorte que le parti de la majorité peut lui canarder l'adversaire, là où François Hollande pourrait, ou les socialistes pourraient aimer voir Nicolas Sarkozy descendre. Et donc du coup les attaques personnelles peuvent être, je dirais, la politique ayant horreur du vide, une façon de remettre les deux choses à niveau. Mais chacun des deux candidats des deux camps aurait tort à utiliser de tels types d'arguments, parce qu'une présidentielle, nous ne sommes pas les États-Unis, une présidentielle, c'est un rapport de verticalité entre le candidat et l'adversaire, ils ne peuvent pas être en opposition. Et puis d'autre part, comme Nicolas Sarkozy n'arrive pas, chacun retient ses propositions de fond. Donc il y a le risque qu'il puisse y avoir des instrumentalisations à tort d'attaques personnelles. Alors ça c'est pour François Hollande, mais Nicolas Sarkozy, le candidat président, le président candidat, lui aussi est actif, on l'a vu sur le terrain, essayer de tenter de régler ce fameux dossier SIFRance, on l'a vu pousser cette fameuse idée de TVA sociale, TVA anti-délocalisation, comme il dit. Bref, on le voit tout faire, grosso modo, pour éviter des soubresauts économico-sociaux et qui pourraient perturber sa future campagne. C'est bien normal d'abord dans une période électorale que le chômage étant et les délocalisations une priorité, le président dise qu'il préside. Et puis surtout, le fait que la France, avec la crise à dette souveraine, semble cheminer le long du précipice et qu'il serait le premier de cordée dans la posture du sauveur protecteur face au choc externe, rend absolument nécessaire que concrètement, ici et maintenant sur notre territoire, il soit dans une cohérence de cette posture du sauveur. D'autant que les Français, dans les études d'opinion, s'ils ont une critique à faire à Nicolas Sarkozy en matière économique et sociale, et le font comme à l'égard en général des gouvernants, c'est que finalement, il n'aurait pas été, en matière de réforme et en matière économique et sociale, d'une grande attention à la question de la justice sociale. Or, ces dossiers touchent les catégories populaires. Les catégories populaires, selon leur choix d'aller voter ou pas et leur type de vote, font l'élection. Ce sont environ 15 millions d'électeurs sur environ 43 millions, et donc il y a à la fois une dimension de posture, une dimension symbolique, sociale pour un président de la République et puis électorale qui fait que lui, mais aussi il faut le dire les autres candidats doivent donner le sentiment qu'ils sont aux côtés des salariés en difficulté, même si les Français comprennent bien que les politiques n'ont plus prise sur le cours des choses comme autrefois, en tout cas ils n'accepteraient pas que les hommes politiques semblent, je dirais, dans un attentisme ou un retrait face à ces questions. Merci beaucoup Stéphane. On va élargir votre propos puisqu'avec nos invités, eh bien, on va parler de l'actualité, j'allais dire économique et financière du jour avec cette proposition du président de la République et bien de mettre en œuvre dès 2012, seul s'il le faut, a-t-il encore dit ce soir, cette fameuse taxe Tobin, cette taxe sur les transactions financières. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Plion. Vous êtes économiste, mais surtout, vous présidez le conseil scientifique d'ATTAC. Je rappelle que ATTAC, eh bien, ça veut dire une association pour la taxation des transactions financières. Autrement dit, cette fameuse taxe Tobin, eh bien, c'est l'essence même de votre mouvement militant. En face de vous, Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique ici à Public Sénat, que je salue. Pour votre association ATTAC, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui d'entendre ces propos dans la bouche du président de la République? Oui et non. Oui, parce que nous nous réjouissons évidemment de voir cette idée de taxe sur les transactions financières faire son chemin. Elle était présentée comme une mesure irréaliste, sans intérêt, sans effet. Et on voit maintenant les hommes politiques, notre président de la République, mais au-delà, d'autres hommes politiques à l'étranger se saisir de cette proposition. Donc elle fait son chemin et on pense que de toute façon, un jour, elle sera appliquée. Ceci dit, non, parce qu'on a tendance à être surpris par cette proposition qui vient quelques mois avant les échéances électorales. Donc ça participe probablement d'un coup électoral. Surtout, ce qu'on voudrait dire, c'est que bien entendu,
l'idée est bonne, qu'il faut peut-être commencer par notre pays, puisque pour le moment, aucun pays ne semble avancer, mais que la vraie démarche politique serait de considérer qu'il faut aller de l'avant au niveau européen. Il y a d'ailleurs une directive européenne qui a été rédigée, qui n'est pas parfaite, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle exclut les transactions sur les échanges, ce qu'avait proposé Tobin, mais elle taxe la bourse, elle taxe les produits dérivés, c'est un progrès. Et ce que l'on aurait voulu voir de la part du président de la République, c'est de dire oui, on commence au niveau français, mais on va aller au niveau européen, par exemple dans le cadre d'une coopération renforcée avec un certain nombre d'autres pays, pour avancer sur le cadre de cette taxe. Est-ce que pour vous, Dominique Plion, cette taxe serait une taxe juste? C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lors de ses vœux récemment. Oui, ça serait une taxe juste parce que l'imposition du capital en France et dans le monde d'ailleurs, avec la globalisation, a diminué. Il y a une érosion de taxes fiscales dans ce domaine. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que l'habileté politique, et c'est ça qui nous rend un peu méfiants de cette taxe sur les transactions financières, c'est de s'acheter une bonne conduite en matière sociale, puisque la TVA sociale qu'il est prévu de mettre en place frappera en priorité les couches populaires. Parce que c'est un impôt régressif que la TVA, et donc c'est très habile politiquement, et c'est pourquoi ceci nous paraît un peu trop manœuvrier. Jean-Luc Gombault, est-ce que Nicolas Sarkozy, est-ce que le gouvernement peut mettre en œuvre seul une telle taxe? Alors, ça dépend ce qu'on appelle mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, s'il s'agit d'un texte qui pose parlementaire, qui pose une question de principe, comme quoi la France est favorable, la France imposera une taxe, mais tant que vous n'avez pas l'assiette, tant que vous n'avez pas le niveau de la taxe, vous ne mettez rien en œuvre, en réalité. Donc, je pense qu'on s'oriente plutôt vers quelque chose de ce genre, c'est-à-dire une position de principe. C'est très important, pourquoi? Parce qu'effectivement, cette taxe Tobin, au début, elle naît du prix Nobel. Tobin, qui d'ailleurs, paraît-il, n'y croyait pas tellement, c'était un peu un jeu théorique dans sa tête, pour calmer la spéculation. Il y a des 30 ans. 72. Voilà. Pour calmer la spéculation sur les changes. C'était ça, mettre un peu de grain de sable là-dessus. Et puis après, progressivement, l'idée est venue, parce que le grand problème d'une taxe, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Or, là, déjà, ce problème n'est pas du tout abordé. Alors, au début, on a dit, ça aidera les pays du tiers-monde. Maintenant, les ONG, beaucoup disent, la recette doit aider les plus pauvres. La Commission européenne a une idée derrière la tête, c'est que ça aide le budget européen. Donc, déjà, on change. Et derrière la tête de Nicolas Sarkozy, c'est l'idée, si ça pouvait aider mon budget, ça serait quand même une très bonne opération. Et effectivement, si vous faites une taxe de 0,001%... Ça fait combien? Ça fait un paquet de milliards. Ça fait 15 milliards. Si on limite ça à la France, puisqu'en fait, il y a 150 000 milliards par an de transactions financières sur le sol français, il y en a 6 000 par jour sur le globe. Donc, déjà, comment voulez-vous mettre en œuvre une taxe si vous ne connaissez donc ni l'assiette, ni le taux, et surtout, si vous ne savez pas où vont aller les fonds? Donc c'est déjà, indépendamment du problème européen, il y a une question fondamentale à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait de cette taxe? Et là-dessus, on n'est pas d'accord. Donc je pense que cette histoire va se reporter au calendrier grec. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est que la France, en 2008, donc, ce gouvernement a supprimé un impôt de bourse qui existait, qui était de 0,3%. Il faut le rappeler. Donc, ce gouvernement a supprimé un impôt de bourse, qui est une taxe sur les transactions financières. Aujourd'hui, il propose, et vous l'avez bien dit, c'est un principe qui sera loin d'être appliqué dans les prochaines semaines, les prochains mois, avant les élections en tout cas. Et voilà, donc on peut être dubitatif. Mais par contre, je voudrais dire avec force que l'idée d'une taxe européenne, par contre, aurait beaucoup de sens. Dans le contexte de la crise actuelle, qui pourrait, cette taxe, d'abord avoir un impact sur les comportements financiers. Deuxièmement, partiellement abonder un budget européen qui est aujourd'hui ridiculement faible, et troisièmement, en effet, servir à la solidarité internationale, notamment pour financer ce que nous appelons les biens publics mondiaux, comme l'éducation, la santé, notamment en direction des pays du Sud. D'accord, en tout cas, Mario Monti aujourd'hui à Paris, comme le gouvernement allemand, s'est dit favorable à la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières à l'échelon européen. Sauf qu'il y a des pays avec la règle d'une indemnité fiscale qui ne veulent pas, comme la Grande-Bretagne. C'est pour ça que j'ai parlé d'une coopération renforcée où un groupe de pays donnés avance de concert pour décider de mettre en place cette taxe, même si certains pays s'y opposent. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette peut-être future taxe. Merci encore. L'actualité politique, elle est aussi sénatoriale. Vous le savez, on a appris cette semaine que le texte qui sanctionne la négation des génocides sera discuté au Sénat à la fin de ce mois. C'est un texte, on le sait, extrêmement sensible qui pourrait sanctionner par exemple la négation du génocide arménien. Sur ce point, les auditions ont commencé ici au Sénat au sein du groupe socialiste dès hier et vous allez l'entendre, les oppositions sur ce dossier sont extrêmement radicales. Écoutez.
Alors pour bien préparer le débat prévu au Sénat fin janvier, les auditions n'ont pas pris de retard. Il s'agit, selon les sénateurs de gauche, de rechercher un consensus au sein de la majorité sénatoriale. Il n'en reste pas moins que les oppositions restent fortes entre les représentants de la Turquie et de la communauté arménienne. Pour Mourad Papazia, représentant de cette dernière, le vote de cette loi est indispensable car le génocide est totalement nié en Turquie. Ne puisse empêcher de constituer le nouvel État turc avec le cadre du comité Union et Progrès, enrichi par les biens omniprésents dans l'administration. La nouvelle société turque, issue de l'Empire ottoman, se trouve à nouveau sous la coupe de dirigeants qui profitèrent de leur position pour infiltrer. Les juifs et les minorités chrétiennes rescapées se virent taxés jusqu'à 300% contre 5% pour les musulmans. Lentement, vers les années 30, la dernière vague de... C'était ces toutes premières auditions qui ont commencé très très vite ici au Sénat et qui ont été organisées par le groupe socialiste au Sénat sur ce texte, donc qui va arriver en discussion très rapidement, n'est-ce pas Delphine Girard? Bonsoir. Bonsoir Pierre, un texte qui devrait être débattu à la fin de ce mois, ce texte sur la négation des génocides. Alors pourquoi une telle, j'allais dire, précipitation presque? Oui, y avait-il vraiment urgence à examiner ce texte? C'est une question qu'on peut légitimement se poser quand on voit l'encombrement du calendrier parlementaire. On l'a vu avec les exemples de la TVA sociale ou encore de la taxe Tobin et les difficultés rencontrées par le gouvernement à faire voter ces mesures avant la fin du mois de février, date de suspension des travaux parlementaires avant l'élection présidentielle. Alors certains y ont vu un calcul électoraliste de la part de Nicolas Sarkozy. Il faut savoir que la communauté arménienne représente 600 000 personnes. Patrick Ollier, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a tenu à couper court à toute polémique. Il a rappelé que tout texte qui est voté à l'Assemblée nationale a vocation à être adopté par le Parlement, donc à être examiné par le Sénat. Alors comment va se passer l'examen de ce texte ici au Sénat? On l'a vu, les auditions, en tout cas celles menées par le groupe socialiste, ont déjà commencé. Oui, Pierre-Henri, le texte devrait être débattu le 23 ou le 24 janvier prochain. 2 sénateurs socialistes ont donc commencé des auditions pour éclairer leurs collègues sur ce texte qui prévoit de punir d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la négation du génocide arménien. Mais l'examen de ce texte ne se fera certainement pas dans un contexte très serein. La Turquie a déjà menacé d'abaisser sa représentation diplomatique en France. L'ambassadeur de Turquie, qui a été rappelé par Ankara dès le 22 décembre, jour du vote par l'Assemblée nationale de ce texte, va revenir à Paris lundi, mais il ne devrait rester en France que pour suivre l'examen de ce texte au Sénat. Puis il faut également s'attendre à une forte mobilisation à la fois des communautés turques mais aussi arméniennes. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, la communauté turque avait manifesté devant l'Assemblée. Et de même que les hackers turcs ont investi certains logiciels de partisans de ce texte ici en France. Alors ce texte, est-ce qu'il fait consensus à la Haute Assemblée? Est-ce qu'il peut passer l'examen du vote? On est dans une situation particulière car il faut rappeler que c'était une proposition de loi qui vient d'une députée UMP, Valérie Boyer. Et finalement, ici au Sénat, la majorité de gauche qui soutient ce texte va peut-être avoir quelques difficultés à faire adopter ce texte. Alors on sait que François Rebsamen, le président des socialistes ici au Sénat, a réclamé rapidement l'inscription à l'ordre du jour de ce texte. Ce texte est donc soutenu par le patron du PS. Les écologistes et les communistes devraient également se prononcer pour. En revanche, à droite, c'est moins clair. On sait qu'il y a déjà des oppositions et non pas des moindres. Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, ou encore Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sont plutôt contre. Ils ont émis des réserves. C'est donc les centristes et les sénateurs du RDSE qui vont se retrouver en position d'arbitre. Et cette question n'a pas été encore examinée. Les groupes reviennent la semaine prochaine, mais le vote s'annonce particulièrement serré. Une semaine décisive sur ce texte. Merci beaucoup Delphine Girard, à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. À suivre la série documentaire Ça va, ça vient chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Très bon week-end à tous, merci. Suite
à la venue de M. Strauss-Kahn et afin d'assurer la sécurité du personnel, les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Ce sketch avait, on s'en souvient, défrayé la chronique. Depuis, Dominique Strauss-Kahn a disparu de la scène politique et Stéphane Guillon de l'antenne de France Inter. Mais d'autres humoristes traitent de la politique tous les jours dans les médias. Alors, à l'approche de la présidentielle, quelle image renvoie-t-il des candidats ? Et les humoristes influencent-ils le vote des Français? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les pastiches et marionnettes des candidats. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat.